sais que Harvey Keitel devait arriver le lendemain matin, et Harvey Keitel, qui est un acteur américain, est ce qu'on appelle en pay or play. Ça, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il met le pied sur le sol canadien, la production doit lui verser la totalité de son salaire, parce que c'est la règle. Et il était à l'aéroport Kennedy à New York, et il y avait quelqu'un de la production qui essayait de l'arrêter pour pas qu'il monte dans l'avion. Une fois qu'il monte dans l'avion, c'est mort. L'avion il décolle, arrive au Canada, ils doivent le payer. Et ils l'ont arrêté dans la salle d'embarquement. Ils disant, Monsieur Keitel, ne prenez pas l'avion, le film est annulé, tu vois. Et salut Ludo, Ludovic Bertillot. Bonjour. Comment vas-tu Ludo? Écoute, en pleine forme. Voilà, ravi de t'entendre en plus, donc tout va bien. Joli décor derrière toi, j'aime bien le pont, là, comme ça. C'est sympa. Quand on a le vertige, il faut faire gaffe quand même. Hein. Ah, t'as raison, en plus j'ai le vertige, comme ça tombe bien. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, bah, moi, je m'appelle Ludovic Bertillot, j'ai 52 ans, voilà. Je suis comédien. Ça fait 23 ans que je suis à Paris. Et avant, j'ai eu aussi une vie. J'ai travaillé au Club Méditerranée pendant à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé comme moniteur de tennis, puis responsable des sports et coordinateur d'animation. Et j'ai eu aussi une grande passion pour la magie. Donc, j'ai travaillé aussi en tant que magicien. Je suis parti travailler aux États-Unis comme magicien. J'ai pris un an sabbatique quand j'étais au Club Méditerranée. Je suis revenu après au Club Méditerranée. J'ai arrêté le club en 98. Voilà, là j'ai eu une grave maladie qui m'a cloué au lit pendant plus de 8 mois. C'était une méningo-radiculomyélite, qui est le virus de la méningite qui attaque la moelle épinière. Donc j'étais paralysé pendant plus de 5 mois en fauteuil roulant, hémiplégique, les deux jambes paralysées, le bras gauche. Je savais pas si j'allais remarcher un jour. Donc c'est des moments où on passe par des moments, on va dire, on réfléchit beaucoup, c'est compliqué, les médecins sont avec vous, j'ai eu un traitement par des médecins, j'ai retrouvé 100% de mes capacités. Pendant très longtemps, j'ai dit à cause de ma maladie, et depuis maintenant quelques années, je dis grâce à ma maladie, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté maintenant beaucoup de choses. Voilà. Et je suis comédien. Après, je suis rentré donc sur Canal+ en 99 avec Michel Muller sur Fallait pas l'inviter. J'ai commencé comme ça avec ce garçon qui m'a beaucoup appris. Puis j'ai fait un premier film avec Jean Reno qui s'appelait Wasabi, puis avec Gérard Depardieu, Tais-toi de Francis Weber. Puis j'ai beaucoup travaillé avec Depardieu. On a fait 5 films ensemble avec Gérard, dont le dernier qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle MDR, Maison de retraite, de Thomas Gilou. Voilà, qui va sortir, qui aurait dû sortir avant, mais avec la pandémie, qui sortira qu'en 2022. Et puis j'ai fait plus de 140 films, à peu près une centaine de films cinéma, une quarantaine en télévision, une vingtaine de pièces de théâtre, 2 one-man shows. Et là, je me suis mis à écrire depuis pas mal de temps. Donc, j'ai vendu un programme pour la télévision qui s'appelle Juré Craché, enfin un unitaire pour la télé produit par Paradis Film, pour Pascal Legitimus et Fermine Richard, qui est une comédie, on va dire, grand public pour France Télévisions. Et là, j'ai commencé à écrire, enfin non, je vais pas commencer, j'ai pratiquement fini d'écrire un film qui s'appelle Pour que tu m'aimes encore, qui sera mon premier long métrage en tant que réalisateur. Pour vous faire l'histoire Wow. rapide, hein, c'est l'année dernière, j'étais chez Luc Besson pour tourner un film sur Arthur et les Minimoys, ça s'appelle Arthur Malédiction. Et j'ai vu des potes à moi qui font tous plus de 2 mètres de haut et qui sont blacks et qui chantaient du Céline Dion. Et l'idée, ils chantaient super bien. Je les ai filmés. L'idée m'a pris d'écrire un film. Je l'ai écrit avec mon cousin qui s'appelle Jérémy. Et on est aussi chez Paradis Film. Et j'espère qu'on le réalisera, enfin que je le réaliserai en 2022. Voilà, voilà. Wow, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait pas mal de choses. Ouais. Et puis là, pas mal de films aussi. Là, je viens de faire un gros film avec Alban Ivanov, qui s'appelle Les Folies fermières, sous la direction de Jean-Pierre Améris. C'est une histoire vraie d'un paysan qui a été étranglé par les dettes, qui va au tribunal, qui demande un sursis de 3 mois. Le sursis lui est accepté et lui décide dans sa ferme, ça c'est vraiment une histoire vraie, ça existe, c'est dans le Cantal, hein, de faire un cabaret avec des danseurs, des danseuses, des magiciens, des comédiens et de servir les plats de la ferme à manger. Donc on a tourné ce film-là, on était dans le Cantal, on a commencé le 12 avril jusqu'au 30 mai, donc je suis rentré fin mai du Cantal et là je repars dans une semaine sur un film pour jouer le frère Bruno, le père Bruno, un moine cistercien. Donc je pense que c'est un film que j'ai très envie de faire. J'ai jamais joué de moine et là être dans une robe de bure avec les sandales, avec le truc, enfin, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Ça touche à la religion et c'est quelque chose
qui m'intéresse de près. Donc ça, c'est au mois de juillet. Et au mois d'août, je pars à Nancy faire un film de Afsia Herzi, celle avec qui j'avais fait Le Roi de l'Évasion. On avait été à Cannes ensemble en 2009 pour ce film de Alain Guiraudie, et Afsia est passée à la réalisation. Elle a d'ailleurs un film qui est à un certain regard cette année qui s'appelle Bonne Mère encore, et elle va réaliser un film qui s'appelle La Cour, où je fais le rôle de Monsieur Guillard. Monsieur Guillard, c'est un professeur des écoles en CM1, CM2, et on commence à tourner le 2 août à Nancy. Donc un été très studieux, on va dire. Ok, super. Et, à quel moment as-tu su que ça y est, c'est parti, ça allait marcher pour toi? Ah, c'est une bonne question parce que c'est une question, je pense que je me suis, je vais dire pas jamais posée, mais c'est dans le monde du cinéma, on va dire que, à part pour certains, comme peut-être Gérard Depardieu, Gérard Lanvin, Jean Dujardin ou deux, trois autres, je pense pas que tu sois vraiment arrivé. Tu as toujours la question qu'on te dit, quel est votre meilleur film, tu dis le prochain, parce que t'as qu'une envie, c'est que ça continue et que ça ne s'arrête pas. Alors moi, si tu veux, j'ai commencé à bosser avec Muller en 99 sur Canal. Après, j'ai commencé à pas mal travailler, à rencontrer des gens. Et alors, je sais pas si pour l'instant ça s'arrêtera un jour. Là, on est en 2021. Moi, j'ai des projets à peu près pour les 2 prochaines années. Là, mes 2 prochaines années sont à peu près claires. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je me suis jamais posé la question dans ces termes-là, mais par contre, j'ai jamais eu ce qu'on appelle de plan B. C'est-à-dire que moi, des fois, je parle avec des jeunes comédiens qui me disent, comédiens ou comédiennes, qui me disent, ah Ludo, mais comment ça se fait que toi, tu as réussi, ça marche, tu tournes, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, quand tu parles, j'ai fait il y a pas longtemps une interview où je disais aux journalistes, si un comédien ou une comédienne a un plan B, c'est-à-dire que s'il a envie de faire autre chose que ça, faut qu'il arrête tout de suite. Faut qu'il passe directement à son plan B parce que je dis, si jamais par exemple il me dit voilà, je vais essayer de faire acteur, mais si ça marche pas, je vais bosser avec mon père, je vais dire écoute, arrête tout de suite de faire acteur, va bosser directement avec ton père, tu perdras pas ton temps, tu perdras pas ton argent, et au moins tu vas bosser avec ton père tout de suite. Mais si tu as un plan B et que tu te dis voilà, moi je pense que si ça marche pas, je fais autre chose, ne te pose pas la question. Faut jamais te poser la question que ça ne va pas marcher. C'est obligé que ça marche. Si tu te poses la question dans ces termes-là, tu as une chance que ça fonctionne. Et honnêtement, moi, en plus, j'avais pas de plan B. Je me dis, j'arrivais du Club Med, j'avais arrêté le Club Med, c'était pas pour y retourner. Mais le mec qui va me dire, voilà, bah, mon père a une boîte, il veut que je travaille avec lui, c'est super. Je dis, mais vas-y tout de suite. Parce que si tu viens à Paris dans ces termes-là, tu vas perdre 2, 3 ans, tu vas perdre ton pognon et tu vas être aigri. Parce que tu vas dire, bon, c'est pas grave, si j'ai pas ce casting, si je fais pas ça. C'est con ce que je vais te dire, mais il faut, tu sais, dans le film de Rocky, quand il dit l'œil du tigre, et c'est ça qui est important. Faut toujours le garder. Et même quand moi, j'ai fait de la boxe, tu vois, je fais de la boxe. Depuis 12 ans, je travaille. Je travaille pas parce que je suis pas rémunéré, mais je travaille à la centrale de Poissy. Centrale de Poissy, c'est une centrale où il y a des détenus depuis 30 ans et je fais de la boxe depuis là-bas et on les aide à la réinsertion, tu vois. Et un jour, il y a un détenu qui me dit, c'était un samedi après-midi, on avait monté le ring, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu viens ici? Il me dit, moi, j'en ai rien à foutre d'aider des mecs comme nous. Je veux dire, nous, on est en prison, toi, t'es libre, t'es comédien, t'es connu, pourquoi est-ce que tu viens ici? Et sa question m'a surpris. Et je l'ai regardé, je lui dis, je viens parce que ça me fait du bien. Et il m'a regardé, il me fait, ah ouais, ça te fait du bien. Ok. Et oui, effectivement, tu vois, ça me fait du bien d'aider les autres. Et c'est pareil, tu vois, je veux dire, moi, si je vais à Poissy, quand on aide les détenus qui sortent à trouver du boulot, à faire du sport, à faire des choses comme ça, parce que des fois, c'est pas évident. T'en as qui ont envie qu'on les aide, t'en as qui n'ont pas envie qu'on les aide. Donc, ceux qui n'ont pas envie, on les aide pas. Mais c'est la même chose, tu vois. Quand tu viens à Paris et que tu veux faire comédien ou comédienne, ou dans tous les métiers artistiques, personne t'attend. Et personne va te dire welcome, bienvenue, c'est sympa. Non, non, c'est à toi de te débrouiller par toi-même. Et la différence, c'est que quand tu commences à être comédien, quand tu arrives à Paris, parce que c'est à Paris que ça se passe au début, après tu peux décentraliser, mais c'est à Paris que ça se passe au début. Quand tu arrives, tu sais pas trop par où commencer. Tu vois, le mec qui veut être architecte, il fait une école d'archi ou un truc comme ça. Même quand tu fais une école de comédien, c'est compliqué parce qu'après tu sais pas comment aller voir les productions, les choses comme ça, trouver un agent. Donc c'est une espèce de mur blanc, de mur lisse. Tu sais pas trop comment ça fonctionne et il faut y aller. Donc c'est les rencontres que tu vas faire. Il faut surtout être curieux, sortir, aller voir ce qui se passe, aller au théâtre, regarder des films. Et avec tout ça, au bout d'un moment, on peut commencer à y arriver. Et si on a envie d'écrire des petites choses, moi j'ai écrit aussi des sketchs, des programmes courts, des trucs comme ça, après des longs métrages, ben, il faut s'y mettre. Mais il faut surtout pas penser à un plan B. Si on pense à un plan B, c'est mort.
Wow, c'est vraiment fort ce que tu dis, ça m'inspire. Et donc, pas avoir de plan B, quoi. Parce que le plan B, au bout d'un moment, il va arriver plus rapidement que tu crois, et puis il va t'empêcher de faire ton plan A. C'est ça le problème. Après, quand je dis pas avoir de plan B, tu peux travailler à Paris à côté pour avoir un petit job, tu vois ce que je veux dire. Le mec qui va me dire je travaille chez McDo, chez Quick ou chez n'importe qui, ou chez KFC, ou qui va bosser des fois aux Galeries Lafayette comme vendeur pour gagner un petit peu d'argent pour se payer ses cours, ça c'est pas un plan B, c'est pour t'aider à avancer. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que tu vas garder, que tu vas dire bah, je vais le faire longtemps. Le mec qui va bosser dans un truc de restauration rapide, il va gagner un peu d'oseille pour payer ses castings, pour faire des trucs. Ok, là-dessus il n'y a pas de problème. Moi ce que j'appelle vraiment un plan B, c'est un plan de carrière. Ok, donc juste un job temporaire, quoi. Et tu peux travailler à côté pour gagner un peu d'argent. Pour payer tes trucs. Moi, quand j'étais à Paris, franc au début, j'ai eu la chance de travailler rapidement. Mais la première année, j'ai bossé, je travaillais au Parc des Princes, tu vois, à la sécurité. Vu que j'ai fait un peu de boxe et tout. Mais moi, je m'occupais de la sécurité des joueurs, trucs comme ça, donc c'était cool. C'est dans le sport, je m'occupais de ça. Mais après, j'ai bossé pendant un an comme ça. Après, j'ai arrêté et après, j'ai commencé à bosser que en tant que comédien. Ce que je fais maintenant depuis 22 ans. Ok, donc si je comprends bien, faut pas de plan B, faut y aller franco, quoi. Il vaut mieux y aller. Ok, donc juste un job qui te permette de payer tes factures à côté. Uniquement alimentaire pour te permettre de t'attendre, de payer tes cours si tu prends des cours ou de payer ton loyer si voilà parce qu'à Paris la vie est surtout au niveau des loyers la vie est un peu chère donc bah voilà payer son loyer, payer sa bouffe, ces trucs comme ça quoi. Ok, d'accord. C'est qui la personne qui t'a le plus aidé à en arriver là? Et ben je pense que c'est Michel Muller parce que j'arrivais du Club Med, je rencontre Michel Muller complètement par hasard par une copine qui me dit je vais voir le spectacle d'un gars qui s'appelle Michel Muller, j'ai 2 places, tu veux m'accompagner? Je dis oui. Donc je l'accompagne, on va voir le spectacle, elle me dit bah je le connais, on va lui dire bonjour dans les loges. C'est vrai que c'est un truc qui se fait dans le monde des acteurs, moi je commençais donc je connaissais pas trop. Donc on va voir Muller dans les loges, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah écoute, j'arrive du Club Med, il y a pas longtemps que je suis arrivé, j'ai eu une maladie, je m'en suis sorti. Je lui explique que j'ai eu, il me dit ah ouais quand même ouais. Et il me dit bah écoute j'ai commencé une rubrique sur Canal+ qui s'appelle Fallait pas l'inviter. Envoie-moi un CV photo. À l'époque on envoyait, il n'y avait pas encore, je parle de ça en 98, donc il n'y avait pas comme maintenant Internet où tu peux tout envoyer par Internet. Donc je envoie par la poste un CV et une photo. Il me convoque la semaine d'après pour faire un sketch sur Olivier de Kersauzon. À l'époque il fallait pas l'inviter, c'était fallait pas, c'était dans Nulle part ailleurs de Canal+. Et Muller, il recevait par exemple quelqu'un, par exemple Gérard Jugnot, et tout le monde lui passait un peu de la pommade parce qu'il était en promo, et Muller, il prenait le truc à l'envers, où celui il disait ah bah non, Gérard Jugnot, fallait pas l'inviter, parce qu'on faisait des magnétos en balançant des saloperies sur lui, sympathiques, mais quand même des saloperies, donc c'était plutôt assez marrant, voilà. Et j'ai commencé avec ce garçon, et Michel Muller m'a appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé avec lui pendant 2 ans, surtout il va vite, j'ai vu comment il filmait, comment il est, et puis des fois il y a des trucs qui allaient pas, et lui il te disait qu'il y a des trucs qui allaient pas, et il trouvait tout de suite la solution. Donc c'est un garçon qui va assez vite, qui est plutôt intéressant, et j'ai beaucoup appris avec ce mec-là. Après, quand j'ai fait mon premier film avec Depardieu, c'est autre chose. Depardieu, c'est un monstre du cinéma, j'ai vu sa concentration, c'est un mec qui peut te raconter des blagues juste avant de commencer à tourner, et puis au moment où on dit moteur, action, baf, le mec il est dedans tout de suite, tu vois. Et je pense que moi, c'est un gros déconneur, il déconne beaucoup, et le fait de déconner, c'est aussi une manière de se concentrer pour lui. Donc je dirais Michel Muller et Gérard Depardieu, voilà. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu des peurs au cours de ta carrière? Bah, quand j'ai eu ma maladie, c'était une peur, ouais, parce que je savais pas si j'allais m'en sortir déjà, donc c'est pas évident. Après, c'est surtout un travail sur le mental. Moi, j'ai la chance d'avoir un mental assez fort, et moi, je suis né joyeux. C'est-à-dire quand je suis sorti du ventre de ma maman, déjà j'avais le sourire, j'avais la banane. Je suis pas quelqu'un qui va vers la dépression, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui naturellement, j'ai les hormones du bonheur qui sont en moi, donc c'est quand même ça, c'est vachement bien. Je me lève le matin, quand je me lève le matin, plaf, j'ai le sourire tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir bu un café. Moi, j'ai la patate tout le temps jusqu'à ce que je me couche, tu vois. Bon, des fois, il y a des moments moins bien, comme tout le monde, mais tu promets, tu me connais un petit peu. J'ai toujours plutôt la patate, le sourire, le bonheur, mais c'est un truc que j'ai en moi. Donc oui, j'ai eu des peurs. Bah, la première fois que j'ai eu mon premier rôle au cinéma dans Le Roi de l'Évasion, parce que bah c'est pas une peur, mais tu te dis bah le film tient quand même sur toi, c'est un premier rôle, le film en plus aller à Cannes, donc bah il faut se concentrer, il faut essayer d'être bon quoi, et surtout d'être le plus naturel possible. Voilà. Mais la D'accord, plus grande ok. peur, je pense, ce serait de ne pas travailler. Ok, d'accord.
Ne pas Ça, travailler, c'est une peur. ça fait très peur. C'est quoi le souvenir le plus marquant que tu as eu dans ta carrière? Dans un film, Oui, dans un film. le souvenir le plus marquant, écoute, c'est un souvenir bizarre. Je devais faire un film aux États-Unis et au Canada qui s'appelait Clean Out de Barthélemy Grossman. Et on fait essayage costume à Paris, tout se passe bien. On part, on prend l'avion, on fait Paris-Montréal. Après, on fait Montréal-Winnipeg. Alors, Winnipeg, c'est dans le nord du Canada, c'est complètement perdu, il n'y a rien. Mais quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. On arrive un jeudi ou un vendredi. Voilà, on a une réunion de production là-bas et je pars me balader avec un copain qui s'appelle Afif. On loue une bagnole, on se balade. On va commencer à tourner le mercredi et on arrive le dimanche soir et là il y a le gars de la production qui nous attend, qui nous dit écoutez, on a une réunion importante ce soir à 23h. Je dis oula, c'est bizarre comme pas de réunion à 23h normalement. Et on y va et il nous annonce, on était au fin fond du Canada, que le film est annulé et que le film ne se fera pas parce que la production américaine s'est enlevée du film. Donc il y a eu 2 millions ou 3 millions de dollars qui ont disparu, enfin qui sont plus dans le film. Donc le film ne peut plus se faire. Et là, c'est un moment très étrange. T'es à 8000 km de chez toi, t'as tout fait. Tu vas tourner avec Harvey Keitel, avec Naomi Rapace, avec des gens comme ça, tu vois. Et le film ne se fait pas. Et tu prends, c'est comme un peu un boxeur qui prend une droite dans la gueule, t'es complètement sonné, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible, je rêve, quoi, enfin, tu vois. Et on a repris l'avion le mercredi matin, on a fait Winnipeg, Toronto, Toronto, Paris, et il n'y avait pas un bruit dans l'avion, c'était, enfin, tu vois, c'est très bizarre que ce film a été annulé comme ça, alors qu'on était là-bas, et quand tu prends l'avion et que tu dis, voilà, t'es à 3 jours de tournée, tu dis, bah, ça là, c'est bon, c'est fait, ça va le faire. Et là, c'était très bizarre. Et le réalisateur Barthélemy Grossman, avec qui j'ai fait le film là pour Besson, là, Arthur Malédiction, est un garçon. Euh, il a hyper bien réagi. Je me suis dit, est-ce qu'il va faire? Il va s'effondrer ou pas? Et là, il a fait, non, c'est pas grave. Ok, le film s'arrête, mais nous, on est là, on est vivant, on n'est pas mort, on va repartir. Et le mec, il est reparti sur des projets. Je dis pas qu'au fond de lui, il a pas pris un coup dans la gueule, mais il l'a pas laissé paraître. Et le mec, c'est un battant, c'est un survivor. Et moi, j'apprends beaucoup aussi avec ce garçon. Il est très sympa. Et tu te rends compte que le mec, il a fait 6 mois de prépa. Tout le film va se faire. Il est à 3 jours de tournée. Et là, on lui annonce que le film ne se fait pas. C'est juste un truc de dingue, quoi, tu vois. Et il nous expliquait que Harvey Keitel devait arriver le lendemain matin. Et Harvey Keitel, qui est un acteur américain, est ce qu'on appelle en pay or play. Ça, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il met le pied sur le sol canadien, la production doit lui verser la totalité de son salaire, parce que c'est la règle. Et il était à l'aéroport Kennedy à New York, et il y avait quelqu'un de la production qui essayait de l'arrêter pour pas qu'il monte dans l'avion, parce que qu'il monte dans l'avion, c'est mort. L'avion, il décolle, arrive au Canada, ils doivent le payer. Et ils l'ont arrêté dans la salle d'embarquement, en disant, Monsieur Keitel, ne prenez pas l'avion, le film est annulé, tu vois. Et donc il est reparti à New York, et après, je sais pas ce qu'il a fait, s'il a eu un dédommagement ou pas, je ne sais pas. Mais s'il montait dans l'avion et que l'avion décollait et qu'il arrivait au Canada, c'était mort. Il fallait lui payer son salaire en intégralité, sans faire le film. Donc là, ils étaient pas chauds. Ouais, je comprends. Ah ouais, c'est un souvenir assez particulier quand même. Ouais. Ok. Autrement, des souvenirs, si, avec Depardieu, tu vois, c'est un grand monsieur du cinéma, il m'a raconté plein d'anecdotes, c'est quelqu'un de super sympa, moi, à qui j'aime beaucoup, tu vois, qui fait des choses et qui ne l'étale pas partout. Donc pour moi, c'est un des derniers grands monstres du cinéma qu'on a en France. Donc j'ai beaucoup appris aussi avec ce monsieur. Voilà. Ok, super. J'ai aussi appris que tu étais parrain d'une association. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je suis parrain, moi, de 2 associations. Ce sont des petits bouchons du Rouennais. Donc, effectivement, on récolte les petits bouchons en plastique. Donc, à Rouen, dans les environs de Rouen, un petit peu partout dans la Loire, il y a des magasins un petit peu partout. On peut déposer des hôpitaux, des crèches, des écoles, où on peut déposer tous les bouchons. Les bouchons sont recyclés. Après, ils sont vendus. Je crois que c'est 300 € la tonne, tu vois. Et avec l'argent, on achète des peluches pour les enfants qui sont hospitalisés. On a acheté, là, il n'y a pas longtemps,
un simulateur de scanner. Parce qu'il faut savoir que quand les enfants passent un scanner, un scanner, c'est pas évident à passer. Ils ont un petit peu peur du bruit. Il y a une espèce de brrr constamment dans le scanner. Et si les enfants ont souvent un peu peur et ils bougent. Et quand les enfants bougent, les photos du scanner ne sont pas nettes. Donc on a acheté un truc qui vaut quand même dans les 30 000 euros, tu vois. Donc on a fait un gros truc avec un partenariat avec Carrefour. D'ailleurs, on les remercie beaucoup, en particulier Emmanuel Vignol de chez Carrefour qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça. On a eu un partenariat avec des galeries marchandes de Carrefour, on a récupéré plein de bouchons, on a eu un chèque d'eux également, et on a acheté un simulateur de scanner qu'on a mis à l'hôpital de Rouen, et les enfants, avant d'aller faire un scanner, peuvent venir à Rouen, voir comment ça fonctionne, ils font des simulateurs avec le scanner, on leur explique tout, tu vois, c'est vraiment un côté ludique si on peut dire, et quand ils vont après faire le scanner, ils ont beaucoup moins peur, ils bougent pas, et donc le scanner peut être de meilleure qualité. Voilà. On achète également des lits pour que les mamans puissent rester avec les enfants quand les enfants en bas âge sont hospitalisés. Donc ça, c'est tenu par Christiane Bacot, qui est la présidente de l'association. Voilà, moi je suis le parrain de cette association, donc c'est très sympathique. Ça, c'est pour la région rouennaise. Je suis aussi parrain d'une autre association qui s'appelle Imagine. Voilà, c'est Johan Dumont qui s'occupe de ça. Et Imagine, c'est à Madagascar et on reconstruit des écoles pour les enfants. Voilà, voilà. Et c'est pareil, ce sont Imagine, vous pouvez le trouver sur Instagram, sur Facebook également, comme les petits bouchons, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait. Et on a fait il n'y a pas longtemps avec Alban Ivanov, justement, il y avait une course pour l'association Imagine. On a fait un petit peu de promotion pour ça, pour récolter de l'argent, pour reconstruire des écoles. C'est des écoles qui existent déjà, mais qui sont un petit peu vétustes, et on arrive à les reconstruire. Voilà, voilà. Magnifique. Super. Est-ce que tu voudrais nous parler ou partager certains projets que tu as pour le futur? Alors là, bah, le prochain projet, c'est la semaine prochaine, hein. Fin de semaine prochaine, je pars faire un moine, hein, le frère Bruno dans le film de Marie Arnaud. Voilà, un moine cistercien, donc j'ai très très envie de faire ce rôle parce que passer la robe de bure, les sandales et être en communion, en plus ils font vœu de silence. Moi j'ai le droit un peu de parler parce que je suis le père du truc, mais je pense que c'est un film qui va me faire beaucoup de bien pour moi-même, voilà, ça c'est sûr. Après il y a le film de Afsia Herzi, la cour d'école, tournée à Nancy pour un unitaire pour Arte chez Monsieur Guillard. Ça, c'est un joli projet. Après, je commence une pièce de théâtre à partir du 14 septembre avec Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, Géraldine Sassano-Lapalu, Richard Hervé et moi-même, de Jean-Michel Vengère. Une pièce qui s'appelle Tsunami, qui va être en tournée dans toute la France et même un petit peu en Suisse, un petit peu partout. On devait commencer au mois de janvier, mais avec la pandémie, on n'a pas pu. On sera à partir du 14 septembre à Agde. On va jouer le 20 septembre à Agde. Après, partout en France. Tsunami, vous la trouvez aussi partout en France. Après, je commence un autre film de Thierry Obadia. Un film qu'on va tourner avec un grand acteur américain. Ça s'appelle Sur mon chemin. Là, je fais un entraîneur de boxe, donc je connais bien le sujet. Et dans ce film-là, si vous avez vu la série des Rocky, à l'intérieur de Rocky, il y a un garçon qui s'appelle Burt Young, qui fait le rôle de Paulie. Paulie, ça c'est le beau-frère de Rocky, le mec un peu raté, là, qui picole, qui est toujours un peu chiant. Donc le beau-frère de Rocky, qui est dans tous les Rocky, Paulie, Burt Young, il a 83 ans maintenant, et il vient tourner avec nous sur le film de Thierry Obadia, qui s'appelle Sur mon chemin. Donc ça, c'est à partir du 15 octobre, on commence le tournage jusqu'au début décembre. Voilà, après il y a un autre film cet hiver qui s'appelle À contre-cœur, produit par Eric Eumann, on va tourner ça à la montagne. Et puis il y a surtout j'ai vendu moi un projet à la télévision qui s'appelle Juré craché, là c'est en tant qu'auteur pour Firmin Richard et Pascal Legitimus. J'aurai un petit rôle dedans, mais c'est vraiment pour rigoler. Et là, j'ai un autre projet qui s'appelle Pour que tu m'aimes encore. Donc là, c'est un projet cinéma sur des fans de Céline Dion, mais des fans pas comme les autres, on va dire, j'en dis pas plus pour l'instant, des fans pas comme les autres de Céline Dion. Un très beau film, voilà, qu'on a fini d'écrire et qui va aussi être fait par Paradis Film. Et celui-ci, je vais jouer dedans, mais je vais le réaliser. On aura 5 à 6 semaines de tournage à Paris et en région parisienne, on aura 3-4 jours de tournage à Las Vegas. Voilà. Donc c'est un très beau projet. Je pense qu'on tournera en 2022. Wow, ça fait énormément de choses. Ouais, non, c'est chouette. Il y a plein de projets. Quand on dit, tu vois, des fois, les étoiles s'alignent, le ciel s'aligne, et il y a plein de beaux projets qui sont là, entourés de belles personnes, et c'est plutôt sympathique. Et c'est vrai que quand tu te lèves le matin et que tu fais un métier que tu aimes, la plus belle des richesses, elle est là. Elle n'est pas sur ton compte en banque ou sur ce que ça en fait partie, bien sûr, mais vraiment la plus belle richesse, c'est te lever le matin avec le bonheur, avec la banane, en te disant, ouais, j'ai hâte de retrouver les gens avec qui je travaille. Et pas souvent, tu vois,
Moi, j'entends, hélas, parfois des gens qui te disent oh là là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai encore retrouvé l'autre là qui m'énerve, ou celle-là, je peux pas la blairer, machin. Et mais je leur dis, mais essayez de changer de vie, on peut changer de vie, on a le droit de changer de vie. C'est pas toujours facile, on a peur parfois de l'inconnu, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. C'est jamais simple d'aller où on n'a pas envie d'aller, mais c'est tellement gratifiant, et ça va tellement vous faire du bien si vous y arrivez. Des fois, tu écoutes des gens de 30 ans qui te disent vivement la retraite. Vous savez ce que vous me dites, vous avez 30 ans et vous me dites vivement la retraite. Et les enfants, c'est dans 34 ans votre retraite. Donc, waouh, bougez, faites autre chose, quoi. Waouh, inspirant en tout cas. Là, Excellent. Ok, bah, tu te vois où dans 5 ans, Ludo? alors, dans 5 ans, je me vois toujours comédien, j'espère, parce que Ouais. j'aime le métier de comédien et j'espère continuer à tourner. Et j'aimerais aussi, je veux dire, réaliser peut-être un film tous les 2 ans. Tu vois, ça, j'aimerais bien passer à la réalisation parce que j'aime raconter des histoires, j'aime les acteurs. Donc, je me vois à Paris certainement et sûrement à Roanne aussi, parce que moi, je suis originaire de Roanne dans la Loire et je vais souvent là-bas parce que mes parents sont là-bas et ma famille aussi. Donc, entre Paris et Roanne et comédien et réalisateur, mais toujours à faire le métier que j'aime et surtout continuer les voyages parce que je suis un grand fan de voyages. Là où on s'est rencontrés d'ailleurs tous les deux, on s'est Ouais. rencontrés en Égypte, hein, il faut le dire. Et toi, tu t'y connais, hein, à l'époque tu étais militaire, maintenant tu fais autre chose. Donc le changement de vie, tu connais et tu l'as bien fait en plus. Donc tu connais vraiment le truc. Mais j'aime tellement les voyages que si je peux continuer à voyager, c'est vraiment très chouette. Voilà. Ok, super. À voyager et pour le travail et aussi pour ton plaisir. Pour le travail et pour le plaisir, pour les deux. Excellent. Et dernière question, c'est quoi ton rêve d'enfant que tu avais quand tu étais petit? Alors, mon rêve d'enfant quand j'étais tout petit, je voulais être professionnel de tennis parce que j'adorais le tennis, mais j'ai vu que j'aurais pas le niveau, tu vois, de jouer un professionnel de tennis. Mais on va dire, mon deuxième rêve d'enfant, après un peu plus grand, c'était de devenir comédien parce que passer son temps à faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, c'est vachement chouette. Ok, excellent, j'adore. Ludo, merci beaucoup. Avec Je te souhaite une plaisir. bonne continuation et à bientôt. À bientôt, Isidore. Allez, Ciao. salut.